Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20e numéro du Bistrot d'Aller le LOSC, saison 2, l'émission donc des supporters lillois pour les supporters lillois, réalisée par les Dogs du Net et le site Allez le LOSC. Cette émission est diffusée en direct sur le Facebook du Bistrot d'Aller le LOSC et sur le groupe Allez le LOSC et sera diffusée sur notre chaîne YouTube à partir de demain matin en replay. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, à liker nos réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous ne raterez aucune des informations sur les émissions du bistrot. Vous êtes nos meilleurs prescripteurs. Alors, au sommaire de ce 20e numéro, nous avons deux parties. Une sera peut-être un peu plus importante que l'autre. Tout d'abord, nous allons revenir sur ce fameux LOSC PSG, la défense du LOSC en mode patatras. Et ensuite, s'il nous reste un peu de temps, nous viendrons sur le prochain rendez-vous du Lille Olympique Sporting Club, un déplacement à Montpellier où on attend des héros lillois dans l'Hérault. Ce soir, les piliers du bistrot présents sont, vous les reconnaissez, donc il y a Christophe qui n'a pas son drapeau du Canada, mais qui est bien présent avec nous. Bonsoir Christophe. On ne t'entend pas Christophe. Bonsoir à tous. Est-ce que vous Ouais, m'entendez mieux? ça va mieux. C'est un peu loin. Voilà, un chouïa plus fort, ce sera parfait, mais c'est un bon début. Nous avons également notre supporter du Dunkerquois, Georges. Bonsoir Georges. Alors, Mora vrata su otvorena. Ça veut dire ma porte vous est ouverte, c'est du croate. À tes souhaits. Nous avons également donc de retour Gildas. Bonsoir Gildas. Bonsoir François, bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs. Et il est là, il a beaucoup couru pour être à l'heure ce soir. C'est Julien des Dogs de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et tous. Je suis allé vérifier si Nancy allait vraiment descendre en national. Ça y ressemble. Alors, avec nous, nous recevrons tout à l'heure Baptiste qui est sur la route, qui a été retenu par des impondérables ou qui marche très lentement. Je ne sais pas comment on peut résumer ça. Vous aurez donc pendant cette émission le retour aussi du jeu d'Aller le LOSC qui vous permettra cette semaine de gagner une place pour le prochain match à domicile, la rencontre Lille-Metz. Donc, vous connaissez le principe. Dans le courant de l'émission, nous allons vous poser une question. Le premier qui répond et qui donne la bonne réponse à cette question aura l'immense plaisir de participer à Lille-Metz avec les piliers du bistrot et les Dogs du Net en tribune active. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez que nous avons une habitude depuis quelques semaines, nous posons à notre invité la question à la con. Cette semaine, pas d'invité. Donc, il va falloir que je pose cette question à un de nos piliers. Alors, je vous regarde tous, j'hésite. Alors d'abord, est-ce qu'il y a un volontaire? Il n'y a pas de volontaire? Dans ce cas-là, je vais en choisir un, mais par le plus grand des hasards, je vais choisir Georges. Alors, je rappelle la question à la con, une question en rapport avec l'actualité du LOSC, à laquelle, Georges, tu n'es pas obligé de répondre, mais tu peux quand même, il n'y a pas de souci. Alors voilà, la question est celle-ci. Donc, l'émir du Qatar, qui s'appelle, si je le prononce bien, Tamim Ben Hamad Al Thani, est souvent représenté tout de blanc vêtu, à savoir, il porte une longue tobe, ça s'invente pas, c'est une longue tobe, c'est la grande chemise en fait blanche qu'il vêtit sur un isar immaculé. Le isar, c'est le pantalon. Et sur la tête, il porte une goutra blanche qui est fixée avec une agale noire, c'est le bandeau noir qui est autour de la tête. Alors ma question, on est très loin, bien sûr, de l'émir couleur qu'on connaissait quand on était plus jeune, mais ma question, elle est simple. Peut-on dire que les pétrodollars qataris sont ceux qui sont émis par des chèques en blanc? Georges. Là, il faut que je l'assimile, mais vous voyez, vraisemblablement, les pétrodollars sont... Ouais. Non, tu n'es pas obligé. Ce n'est pas des chèques en bois. Voilà, ils ne sont pas en bois, mais ils sont parfaitement en
en blanc. Donc voilà, donc c'était la question la con du jour. Je m'en excuse. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la première partie de l'émission, qui est donc le retour sur le match LOSC-PSG, la défense lilloise en mode patatras. Alors, avant de commencer et de faire le premier tour de table, je voudrais vous donner une règle du jeu. C'est qu'on va attendre 5 bonnes minutes pour prononcer le nom du gardien lillois. Parce que je voudrais quand même qu'on fasse un peu comme d'habitude, qu'on ne rentre pas directement sur ce sujet qui risque de nous occuper toute la durée de l'émission. Je voudrais qu'on parle d'abord du match en règle générale. Alors, je vais faire un premier tour de table avec vous. Est-ce que vous pouvez me résumer, me donner votre ressenti du match en me donnant 3 adjectifs? Alors, qui veut commencer? Qui se sent capable de commencer? Julien. Ah, ou Georges? Georges, tu as levé la main. 3 adjectifs et sans prononcer le nom du gardien de but. Hein. Frustré, consterné, inquiet. Julien. Encourageant. Pardon? Encourageant. Encourageant. Rageant. Rageant. En cours. Je n'ai pas le troisième. Je n'ai pas le troisième. Pendant que tu réfléchis, Christophe, est-ce que tu as 3 adjectifs? Alors moi, j'avais spectateur, inquiétude et connerie. Je m'expliquerai tout à l'heure. Bon, tu t'expliqueras, mais on t'offrira un Becherel ou un lexique grammatical pour te rappeler la notion d'adjectif, hein, Christophe. Oui, mais c'est pas grave. Gildas, il ne reste que toi. 3 adjectifs. Alors, je dirais assommé, abasourdi et abattu. Voilà. Alors justement, on va pouvoir développer cette notion d'adjectif et de ressentiment en parlant globalement du match. Alors moi, je voulais vous donner ce que habituellement notre monsieur Big Data nous donne avec beaucoup d'efficacité, mais il n'est pas encore arrivé, donc je vais me permettre de le remplacer, c'est-à-dire les stats du match. Alors, les stats sont assez surprenantes. Elles sont en faveur du PSG, mais pas dans les proportions, bien sûr, que pourrait le laisser croire le score. On a donc, je ne vous rappelle pas le résultat, tout le monde le connaît, hein, on a 10 tirs pour Lille contre 18 pour Paris. On a 5 tirs cadrés pour Lille et 7 seulement pour Paris. Enfin, 7 seulement, c'est relatif, hein, bien sûr. 40% de possession lilloise et 60% parisienne. 19 fautes pour Lille et 9 fautes parisiennes. 2 cartons jaunes à Lille et 1 carton jaune parisien. 3 hors-jeu pour Lille, 0 pour Paris. En l'absence de Bourak, c'est un exploit. Et 4 corners contre 3 en faveur de Lille. Alors, que pensez-vous? Est-ce que ça conforte finalement les adjectifs que vous nous avez donnés? Christophe, on va commencer par toi. Tu voulais développer tout à l'heure. C'est vrai qu'au niveau des stats, j'étais également surpris, un peu comme toi. Voilà, je m'attendais à bien pire que ça. Après, je voulais revenir sur l'adjectif, il n'était pas là. J'avais dit connerie en 3e, mais en fait, je voudrais développer celui-là parce que Julien se plaint souvent quand on arrive au stade de devoir faire des files, d'attendre, tout ça. Là, on a nos habitudes un peu en sortant. On va prendre tranquillement un verre en attendant que le monde quitte un petit peu le parvis, qu'on puisse récupérer nos voitures tranquillement. Et là, après avoir pris un verre, notamment avec toi, François… On ne fera pas de publicité pour l'endroit où on boit des verres. Ni pour ce qu'on boit, on consomme léger. Et là, j'étais avec mon neveu, donc c'était une fête. On allait voir Paris, c'était le gros match, la grosse affiche. Et à 23h15, quand je vous quitte et qu'on veut récupérer la voiture, on est tombé sur une altercation entre supporters parisiens et lillois avec une intervention de la police sur le parvis. Alors, on peut perdre un match de foot, c'est pas grave. On peut supporter, on peut être derrière son équipe, mais franchement, j'en ai marre. J'en ai marre de voir des conneries pareilles. C'est insupportable, insupportable. J'étais avec un gamin de 15 ans, il a eu peur. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, si on peut revenir au foot, bah oui, inquiet parce qu'on a un match de Ligue des Champions. Juste parce que je pense que, pardon, on ne reviendra pas sur le sujet. Moi, j'y étais aussi, je n'étais pas avec Christophe. Je devais être 30 secondes avant ou 30 secondes après. Je n'ai pas 15 ans, j'en ai 44 et j'ai eu peur aussi. Et pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on puisse… Alors, il y avait des Lillois, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse particulièrement leur reprocher parce que c'est vraiment les ultra-parisiens qui ont été extrêmement violents, qui essayaient de forcer la sortie parce qu'ils ne supportaient pas de rester dans leur parcage. Et c'est vrai que 3 quarts d'heure après, ils y étaient encore.
mais ce qui arrive tout le temps quasiment quand on est en déplacement. Et à l'endroit où il y a, quand on passe la passerelle sur l'autoroute, ce qu'on appelle le parking des bus où étaient réunis les Parisiens, je suis tombé sur une trentaine de Parisiens, tous habillés en noir, qui couraient et qui ont couru et qui nous ont dépassés. Et on était 3 et on a eu très très peur parce qu'on a vraiment cru que c'était pour nous. Alors finalement, ils ont tapé dans des bagnoles de Lillois qui étaient garées là, ils ont pété des rétros, machin, etc. Apparemment, ils cherchaient d'autres Lillois. Donc, ce n'était pas nous qui recherchaient. Mais c'est vrai que c'était très flippant. Et moi, ça me pose quand même un vrai problème sur la sécurisation de ce match. Parce que ces gars qui ont pu passer la passerelle, qui sont, tout laisse à penser, des hooligans, puisqu'ils détérioraient les choses, etc., qu'est-ce qu'ils faisaient à cet endroit-là sans encadrement de la police? Pour moi, c'est inimaginable. Et pourtant, j'en ai vu et j'ai fait beaucoup de l'île-Lance et j'ai déjà vécu pas mal de violences. Mais là, j'ai eu vraiment peur dimanche soir. Voilà, c'était pour compléter ce que tu disais, Christophe. Et forcément, c'est pas normal d'avoir peur comme ça quand on sort d'un stade. Surtout que moi, je suis sorti de l'endroit, ça devait être 3 quarts d'heure après, quoi. Alors, petit message au préfet, la sécurité et la police, c'est bien avant le match, c'est bien aussi après. En tout cas, quand l'ensemble des supporters est parti, c'est à ce moment-là que les policiers doivent aller se coucher. Tu veux développer, Christophe? On a parlé hors sportif, on va peut-être parler un peu de sport maintenant. Oui, donc j'avais dit inquiétude parce que au-delà du match de Paris qu'on a perdu, c'est tellement logique. On jouait contre le premier avec 11 points d'avance avant le match. Mais on a un match de championnat contre Montpellier, celui-là ne m'inquiète pas trop, mais on a un match de Ligue des Champions qui va vite arriver derrière. Et quand on voit notre prestation contre une équipe de ce niveau-là, là vraiment j'ai peur. C'est plus qu'inquiet. Voilà. Et puis le premier que j'avais cité, c'était Spectateur parce que j'ai vu vraiment un match. C'était très mal engagé, mais j'ai vu un premier quart d'heure, 20 minutes de bonne qualité. Et puis derrière, j'ai vu un bon match de Paris. Donc, et là, du coup, je suis devenu spectateur de ce match de foot, sachant qu'on ne reviendrait pas de toute façon. Alors, on va passer par Julien, tu avais la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes qualificatifs et ton ressenti en règle générale sur ce match? Oui, alors j'en ai trouvé un troisième. Toujours sans prononcer le nom de Voldemort, bien sûr. Non, en revanche, tu as parlé de 10 tirs. Ça m'a fait penser à 10 tirs en bic. Et bic, c'est une chèvre. C'est une autre façon peut-être de le citer. Bon, bref, mes trois adjectifs, et moi, c'est des vrais adjectifs, c'est encourageant, rageant et plaisant. C'était plaisant le troisième. Alors, je vais commencer par plaisant parce que ça me permet de continuer sur ce que dit Christophe. J'ai vu un bon match de foot. C'était un match qui était agréable à regarder. En effet, Paris fait une grosse deuxième mi-temps. Pour autant, je n'ai pas eu l'impression qu'on baissait complètement les armes. Donc, moi, j'ai vu une partie qui était agréable. J'ai vu des buts extraordinaires, dont le but de Mbappé, qui est quand même juste incroyable. Donc, voilà, c'était un match plaisant. Mais en effet, quand on dit plaisant alors qu'on perd 5-1, ça veut dire qu'on s'est positionné, comme l'a très justement dit Christophe, à ce moment-là, en spectateur. Et on n'était plus en mode supporter contre vents et marées. Donc, ça me permet d'amener mon deuxième objectif qui était rageant, parce que oui, c'est rageant de produire la première mi-temps qu'on a produit et de rentrer au vestiaire avec un 3-1 dans la musette. Ça, c'est vraiment rageant parce que je ne nous ai pas du tout trouvé ridicule sur cette première mi-temps. J'ai trouvé que collectivement, on était bien en place. J'ai trouvé qu'au niveau des nouvelles recrues, c'était quand même un vrai sujet. On avait Ben Arfa sur le terrain titulaire, et moi, je ne l'attendais pas du tout titulaire si tôt. Moi, je l'attendais remplaçant pendant de nombreux matchs avant de jouer. Et force est de constater que pendant 50-55 minutes, il a été très efficace, très bon. Il a bonifié quasiment tous ses ballons. C'est un garçon qui joue que vers l'avant et il apporte un vrai plus. Et en tout cas, si on se dit qu'il remplace Youssouf Yazidche, c'est le jour et la nuit avec Youssouf. Donc, c'est un très bon recrutement. Gudmundsson, il a pris l'eau, mais c'est pas non plus complètement dramatique. Et comme il faut toujours laisser le temps à un jeune de s'installer, on peut imaginer que dans quelques semaines, ce soit pas mal. Je ne pense pas que ce sera suffisant pour Chelsea. Je pense qu'on va se faire dérouiller parce que ça restera trop court. Et quoi qu'il arrive, défensivement, c'est pas Renildo, ça c'est certain. Donc, je persiste et signe, c'est une connerie d'avoir lâché Renildo pour 2,9 millions, en tout cas vu les échéances qui arrivent. Donc voilà, tout ça fait que
quand je vois cette première mi-temps, bah ouais, c'est vraiment rageant. C'est rageant de rentrer avec 3 buts dans la musette lors de cette mi-temps, parce qu'on sait très bien qu'à 3-1, le match est fini. J'ai même pas envie de parler de la deuxième mi-temps, parce qu'à 3-1 contre Paris, c'est réglé. Je n'ai pas souvenir, hormis le Barça, de clubs qui reviennent après un 3-1 contre Paris. Et donc, mon premier adjectif, c'était encourageant. Bah oui, moi, j'ai trouvé cette première mi-temps encourageante. Ce que j'ai vu, ça m'a plu. J'ai trouvé un groupe qui était relativement costaud. J'ai trouvé un groupe qui a eu beaucoup d'actions, tu l'as dit, avec les tirs. J'ai trouvé un groupe qui était solidaire, qui a fait ce qu'il pouvait face à cette adversité de jouer à 12 contre 10. Et je n'ai pas cité l'homme dont on ne dit pas le nom. Voldemort. Alors justement, donc, on accueille Baptiste qui nous rejoint ce soir. Bonsoir Baptiste. Avec le micro, tu pourras nous expliquer les raisons de ton absence. Vas-y, Bonsoir, Baptiste. bonsoir à tous. Ouais, j'arrive en retard. Un petit bouchon, une petite fête et le retard se fait vite arriver. C'est pas grave, on va passer la parole à Gildas pour te permettre de prendre ton souffle et de te positionner dans l'émission. Gildas, est-ce que tu peux nous développer ton idée sur le match par rapport notamment à tes qualificatifs de tout à l'heure, tout en respectant la règle Voldemort, bien évidemment. Bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'avant les 2 faits de jeu sur lesquels on reviendra, on est vraiment dans le match. On n'est pas du tout malmené à ce moment-là. Il y a une utilisation du ballon qui est assez bonne, qui est assez bonne vers l'avant. Dès qu'on a le ballon, on arrive à créer des situations dangereuses. Et finalement, le scénario kata, c'est un scénario kata qui fait mal, mais je trouve qu'on n'a jamais été, hors du match pendant la première mi-temps. Donc c'est pour ça que j'ai dit abasourdi et assommé, parce que finalement ça vient ça vient que ce fait de jeu-là casse cette dynamique qui est assez bonne. Et il faut dire aussi on prend Paris à un très mauvais moment, c'est-à-dire à un moment où ils sont une semaine, je crois que c'est une semaine avant leur match en Ligue des Champions. Donc c'est toujours un très mauvais moment pour prendre Paris, parce qu'ils sont mobilisés, parce qu'ils répètent leur gamme et parce que là, ils entrent vraiment dans leur saison. Et moi, j'ai trouvé un match vraiment enlevé et plaisant, et on était vraiment dedans. Donc, moi, Jusqu'au moment où on a été sorti du match. voilà, des 2 faits de match qui nous ont tués. Mais paradoxalement, c'est pas du tout une équipe de Paris qui, quand on regarde le score, on se dirait une équipe de Paris qui nous a marché dessus, qui nous a complètement dominés. Ils sont supérieurs techniquement, collectivement, c'est certain. Mais ce sont les faits de match qui ont engendré ce scénario-là. Et c'était deux coups de massue qui ont vraiment cassé le moral aux joueurs, parce qu'on a bien vu que derrière, on n'a pas su réagir dans ces cas-là. Quand on prend un coup dur, un carton jaune, enfin un carton rouge ou le coup dur dont on parlera, ou tu te remobilises, ou tu plonges. Ben, je crois que le deuxième, on a plongé, parce que là, c'était trop, quoi. On y reviendra très très vite. Le jeu du Voldemort s'arrête dans quelques minutes. Après, vous pourrez vous lâcher. Georges, est-ce que tu peux nous expliquer tes 3 qualificatifs? Pendant ce temps-là, Baptiste, essaie de trouver 3 qualificatifs qui résument ton match. Donc, tes 3 qualificatifs et ton sentiment général finalement sur ce match Lille-Paris Saint-Germain. Alors, frustrant, je disais, parce qu'en effet, je reviens sur ce début de match, j'ai presque envie de dire qu'on est quasiment mené à 2-1 contre le cours du jeu. Il y a tellement d'investissement sur les 20 premières minutes, ça jouait extrêmement bien. Donc, il y a ce côté extrêmement frustrant que tous les autres ont évoqué ici. Consternant parce que, évidemment, le match est plié, évidemment, mais symptomatiquement, quand même, depuis la trêve, j'ai un peu l'impression, même si là, il y a des circonstances atténuantes, mais vous regardez tous les matchs depuis le début, depuis la reprise de janvier, je ne sais pas si les mecs sont au courant qu'il y a une deuxième mi-temps à jouer, que ce soit à Lens, que ce soit à Marseille, que ce soit contre Lorient et à Brest.
on a l'impression que on leur a dit que le football, ça durait 45 minutes, quoi. Donc, frustrant parce que je vais faire un petit parallèle avec les voisins que j'avais joué contre Monaco, qui eux aussi, en Coupe de France, les Lensois étaient menés 3-0, et j'ai vu une équipe réagir désespérément, se faire toller quand même, mais j'aurais bien aimé ce supplément d'âme, faire un truc, essayer d'y aller, enfin en tout cas, pas se résigner à ça. Et inquiétant parce que dans la perspective des matchs à venir, bah moi, dès Montpellier, je vais être un peu inquiet quand même. Parce que je pense qu'il faut un coup de boutoir à cette équipe. C'est pas possible de voir tout ce que ça nous coûte, les renoncements, quoi. Alors, cette fois-ci, je veux bien l'entendre, mais les matchs d'avant, c'était pas possible, quoi. Baptiste, est-ce que tu as pu réfléchir et nous proposer 3 adjectifs qui résument ton sentiment sur ce match Lille-PSG? Tu as compris qu'il ne faut pas prononcer le nom du gardien de but, c'est ça le jeu Voldemort. Alors, j'en ai trouvé que deux malheureusement. Enfin, j'en cherche un troisième, mais je vais commencer par frustrant, parce que c'est vrai que tout d'abord, j'ai regardé déjà les 10 premières minutes du match, je les ai revues, et Paris vraiment touche pas le ballon. Donc déjà, on avait fait vraiment une bonne première partie de mi-temps où vraiment ils sont inexistants pendant 10 minutes. On les bouffe sur le ballon, mais en soi, hormis les 2 erreurs du prédécesseur de Philippe Croison, on a été bon. On a été plutôt bon. La première mi-temps a été bonne. Donc, franchement, c'est l'avantage. Maintenant, bien sûr, dès lors où on revient au vestiaire avec ce score de 3-1, on ne peut plus rien espérer face à Paris. Puis après, est-ce qu'on a baissé les bras? Est-ce qu'on s'est dit que c'était impossible? Peut-être. En tout cas, on savait très bien qu'on n'allait pas revenir sur cette mi-temps. Après, bon, on a déroulé le 4-1 et le 5-1. Et après, mon deuxième adjectif, ce serait encourageant. Encourageant parce que, comme je l'ai dit, la première mi-temps était vraiment bonne. On a vraiment, pour moi, rivalisé avec le PSG, et c'était plutôt sympa d'ailleurs de le voir. Je vais revenir d'ailleurs sur une déclaration qu'avait dit Julien concernant Ben Arfa. Alors, Ben Arfa, il a été exceptionnel, et quand on parle de Yazici, c'est le jour et la nuit. Bien sûr, le seul problème de Ben Arfa, c'est que contrairement à Yazici, il ne met pas un triplé contre Donnarumma. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On ne peut pas gagner à chaque fois. Et puis en plus, un triplé, ça n'aurait pas suffi à nous faire remporter le match. Alors, il est 21h13. Il va être temps d'ouvrir ce qu'attendent tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux sur le site, mais qui ne réagissent pas beaucoup. Alors, je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le commentaire de la page Facebook Bistro des Lolos, juste en dessous de la diffusion en direct. Nous allons pouvoir commencer ce qu'on pourrait appeler le procès d'Ivo le pas terrible, le fait de match du jeu, donc la double défaillance finalement de Gribic qui nous met en difficulté dans ce match contre le PSG. Alors, j'ouvre le débat au sens large et je vais vous laisser réagir. Donc, Gribic, depuis la fin du match, est voué aux gémonies sur les réseaux sociaux qui se déchaînent contre le gardien, donc mais aussi contre les tanks, Gourvenec, contre tous les joueurs du LOSC. Il faut virer tout le monde, il faut couper là où ça fait mal. Est-ce que vous êtes un peu plus mesuré? Comment vous analysez cette erreur? Comment vous analysez l'impact sur le résultat du match? Qui veut commencer? Julien, des Dogs de Paris. Vas-y, Allez, lance-toi. je peux commencer. L'impact, il est total. L'impact, il est total. En Ligue 1, face au PSG, tu ne peux pas te permettre de faire 2 fautes de main et donc de donner 2 buts à l'adversaire. Fin de l'histoire. Et comme je disais tout à l'heure, on rentre au vestiaire à 3-1, alors que ça doit faire un partout, et peut-être un peu moins, parce que pour moi, quand je revois l'action un peu en amont de l'action parisienne sur le 3e but, pour moi, il y a une faute qui n'est pas sifflée par l'arbitre. Donc, à partir de là, on peut rentrer à 1-0 ou 1 partout à la mi-temps, et ce n'est pas du tout le même match. Et ce n'est pas du tout le même match au-delà des buts qu'on prend. C'est que tu prends un tel coup sur la cafetière, tu perds tellement confiance en ton gardien. Il fallait voir les tronches de Déterré et de Fonté et de Botman après le 2e. Il faut voir aussi ce qu'ils lui ont dit. Je pense qu'ils lui ont parlé du pays. Ils étaient hallucinés. C'est des fautes que tu vois nulle part en Ligue 1, mais même pas en Ligue 2. C'est
inconcevable. Et la chose qui est aussi pour moi inquiétante, je ne sais pas si c'est une info, je ne sais pas si c'est du bluff, mais l'équipe aujourd'hui, dans l'article de l'équipe, il est noté à l'entraînement, selon un témoin, ses prises de balles n'étaient plus aussi sûres, ses erreurs manifestes et son attitude était discutable. Il parle de l'entraînement de la semaine dernière. Ouais, ça pose vraiment globalement le problème aujourd'hui d'Ivo Grebic. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il a des problèmes perso? Est-ce qu'il s'éteint complètement dans les grands matchs? On sait que non. Il a fait des beaux matchs en Champions League. Donc, il a peut-être un problème perso aujourd'hui qui l'empêche d'être efficace. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il ne peut plus garder les cages de notre équipe après un match pareil. Enfin, moi, je ne peux pas l'imaginer. Et franchement, s'il arrive à se remettre la tête à l'endroit après un truc pareil, après avoir eu pendant 4 heures sur sa page Wikipédia en métier passoire, il est très, très, très fort. Il est très, très, très fort parce que c'est juste intenable. Mais surtout plus grave que ça, l'an dernier, on avait Maignan qui était un deuxième libéro qui jouait régulièrement sur sa ligne des 16,50 m et qui était notre premier relanceur, souvent on dit même le premier attaquant. Aujourd'hui, tu as un Ivo Grebic qui reste dans sa cage et tu as Botman et Fonté qui sont obligés de redescendre et redescendre très très bas parce qu'ils ne veulent même plus lui passer le ballon. Et c'est ce qu'on a vu à partir du moment où il y a eu ce deuxième but. Les mecs sont descendus et on s'est mis encore plus en danger. C'est catastrophique. C'est vrai. Enfin, j'ai pas les mots pour dire à quel point c'est catastrophique. Alors, c'est quoi? C'est un accident parce que Grebic, il a fait un début de saison assez peu convaincant. Ensuite, il est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Il a fait une bonne Champions League. Et depuis le mois de janvier, il faisait des prestations qui étaient très honorables. Je pense à son match à Lens ou à Marseille, par exemple, où il fait quelques arrêts qui sont significatifs. Comment vous expliquez finalement ce double patatras de dimanche soir? Gildas, tu veux rebondir là-dessus? Bah, écoute, ce qu'on reproche surtout à Grebic, c'est de jamais être décisif, ou rarement décisif. Bah, là, pour le coup, il a été décisif. C'est ça le problème. Il a été décisif et je crois que ses coéquipiers se sont dit, bah voilà, il nous gâche le travail d'une semaine à l'entraînement, quoi. Nous, on se donne à fond, on fait un bon début de match, on est dedans et tu nous l'as fait une fois et tu nous l'as fait 2 fois. C'est 2 cadeaux. Parce qu'évidemment, 2 cadeaux contre 2 buts offerts à Paris, évidemment que ça tue le match. Julien a dit beaucoup de choses, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'il a toujours les mêmes défauts. On savait qu'il avait un jeu au pied assez médiocre, qui manque de rapidité pour se coucher au sol, qu'il est, on va dire, ses sorties aériennes sont hasardeuses, il est un peu raide comme un piqué, il n'est pas très agile. Et il ne respire pas la confiance. Il respire pas la confiance. Il transmet la peur à ses défenseurs. Et on a l'impression que des fois, ils ont peur de lui donner la balle. Donc, pour moi, je suis d'avis, on a le choix entre 2 mauvaises solutions maintenant. Parce que ce qu'il a fait, les 2 erreurs, on voit ça en amateur, c'est terrible. On a le choix entre 2 mauvaises solutions. Ou on le confirme, et ça veut dire que finalement, on ne sanctionne pas un sportif de haut niveau qui n'est pas au niveau depuis trop longtemps. Et à un moment donné, dans d'autres clubs, pour moins que ça, il y a des gardiens, je ne sais plus lesquels, qui ont été passés de ce titulaire. Ou alors, on le remplace. Et on le remplace par qui? Par des gardiens qui donnent pas forcément plus d'assurance. Et ben moi, je serais d'avis de trancher dans le vif tout de suite et d'assumer la coupure. Parce que là, je crois que c'est une cassure. Et ça va être très difficile de revenir en arrière. On a le choix entre 2 mauvaises solutions. Quelle est la moins mauvaise? Alors après, on le perdrait. Si jamais il est sur le banc, on le perdrait. Mais pour moi, mettre Jardim ou Jakubec ou un autre, on n'a pas, qui ne donne aucune garantie, qui donne aucune vraiment garantie, hein, qui donne aucune garantie. Mais est-ce qu'il ferait pire? Je ne sais pas. Pour moi, il doit être sur le banc à Montpellier pour envoyer au moins un message et se dire que un joueur qui ne donne pas satisfaction, il doit être sanctionné sportivement. Voilà. Jean, je te vois t'agiter sur ton fauteuil. Je doute que tu veuilles nous faire une imitation de Nicolas Sarkozy. Je suppose plutôt que tu as quelque chose à dire sur notre gardien de but, Ivo Grebic. Qui, contrairement à Sarkozy, ne fait pas 1,57 m, qui est très grand. Mais moi, je pense que le vrai problème est Grebic. Alors,
c'est mon modeste passé de gardien de but, puisque j'ai été une dizaine d'années, j'ai un peu cette sensation que c'est avant tout un gardien de but qui a de gros problèmes de lecture du jeu dès qu'il s'agit de s'éloigner de sa ligne de but. Et on le voit toujours très hésitant. Et bien vraiment, alors évidemment, on a le parallèle, Julien évoquait le parallèle avec Maignan, qui lui, pour le coup, était un libéro gardien, ce qu'on appelait les goal volants, enfin, un petit peu dans la lignée de Neuer, c'est-à-dire ces joueurs enfin, ces gardiens de but qui ont compris ce que j'ai appris à l'époque, on était dans un football qui se modernisait, où un gardien de but, c'était pas simplement le gardien du but, c'était le mec qui régnait sur pas seulement les 16 mètres 50, mais je dirais les 30 derniers mètres du terrain. Et lui, il est souvent scotché sur sa ligne, très hésitant dès qu'il y a une sortie à faire. Et là, pour le coup, c'est deux ballons qui sont légèrement où il n'a pas le choix, il est contraint et forcé de sortir et ça ne marche pas. Donc, alors, est-ce que c'est un manque d'assurance? Je ne sais pas, mais très clairement, c'est lié au fait que dès qu'il est plus sur sa ligne, on a l'impression qu'il n'est pas en sécurité, qu'il est même des fois en panique. Combien de fois on les a vus sur des actions plus anodines? Je revois Fonte avoir des gestes d'irritation pour lui faire signe de venir chercher un ballon en écran et que, en général, ça peut finir en corner ou en touche. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai problème de ce point de vue-là chez Garbage. Et évidemment, il y avait eu du mieux sur les derniers matchs, mais là, on retrouve vraiment le naturel du gardien de but. Je crois que moi, ça me sautait aux yeux, c'est vraiment cette difficulté qu'il y a chez lui à lire les ballons dès que c'est au-delà de. Même dans ses 6 mètres, quoi, dès qu'il faut faire 2 pas loin de sa ligne de but. Alors, on a quelques réactions sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot de Los. On a notamment Olivier qui nous parle d'Ivo Grobide. Alors, on a dit pas, on rigole pas avec le physique, hein, Olivier, c'est pas bien. Je fais des gros yeux comme ça. Et par contre, il nous dit à Lens et à Marseille, il n'y avait pas de public. Peut-être qu'il a un problème avec la pression du public. Georges, pour terminer ton intervention, tu proposes quoi, toi, comme solution? On le remet en confiance, on le change. C'est quoi la solution à court terme, finalement? Comme Gildas disait, c'est du perdant-perdant, mais je constate quand même que Jardim a été évincé pour moins que ça, quoi. Donc, je me questionne vraiment. Moi, je fais partie des 2 gardiens de but présents. Je pense que la chance, on lui a laissé. Peut-être que le moment est venu quand même de s'essayer autre chose. Avec, de toute façon, c'est que ça va être tous les risques possibles parce qu'il y a Chelsea qui arrive. Mais à mon avis, il faut régler la situation Montpellier. Moi, je ne serais pas contre, c'est mon avis, je ne suis pas entraîneur, mais qu'on puisse redonner sa chance à Jardim, quoi, qui, pour le coup, a fait aussi parfois quelques bonnes prestations. Finalement, le seul truc qui fait qu'on a lourdé Jardim, c'est qu'il n'avait pas la relance de Maignan. C'est le procès qui lui avait été fait essentiellement. Je ne pense pas que la relance, ce soit le point fort de Garbage, quoi. Christophe, dans ce dossier Grbić, est-ce que tu es plutôt procureur ou plutôt avocat? Crachat, je crois, mais par contre, je voudrais féliciter son ancien club qui a été clairvoyant sur ce dossier parce que nous refiler en prépayant ce joueur qui est mauvais au pied, à la main, sur sa ligne, sur ses sorties, à la relance. Voilà, eux ont vu juste bravo l'Atlético qui ont récupéré Benjamin Lecomte et qui laisse partir à Lille leur gardien remplaçant. Voilà, bravo l'Atlético. On a été mauvais dans la gestion avant saison, on a été mauvais dans le choix et on va devoir l'assumer jusqu'au bout. Maintenant, je ne vois pas comment on peut faire autrement. On peut pas remettre, enfin, c'est mon avis en tout cas, un autre gardien que lui. On n'a pas trop le choix. Ce qui est grave, c'est qu'il a perdu la confiance et il a fait perdre la confiance des autres joueurs envers lui également. Je pense que pendant un moment, il a eu leur soutien, mais là, Botman, il a perdu totalement ses nerfs en fin de match. On voyait toutes les réactions qu'il avait envers le gardien. C'était très, très compliqué. C'était proche de l'agressivité. Fonte, pareil. Et en plus, alors là, je vais être un peu à décharge par contre, parce qu'il n'a pas été le seul de mauvais sur ce match-là. Donc, du coup, on le charge, mais la défense par elle-même, Selic a fait sans doute son plus mauvais match de la saison. Il a été pris. Alors, Julien, par contre, parlait du très beau but de Mbappé. Peut-être qu'avec un vrai défenseur sur ce coup-là, il aurait peut-être un petit peu plus de mal et un peu moins de temps pour faire ce geste. Voilà.
Il a mis un but à la Thierry Henry, il est magnifique, il est superbe ce but, mais avec un vrai défenseur agressif et sur l'homme sur ce match, il ne le met peut-être pas. Alors peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, il aurait plus de difficultés. À gauche, Gudmundsson, on en a parlé après match dimanche soir, un petit peu ensemble. On prend un but sur un corner avec un jeune joueur, Gudmundsson, qui essaye de relancer propre avec bonne passe. Ça finit en corner et on prend un but sur corner. Il faut savoir dégager en touche. Parfois, quand on a un pressing à la hauteur de celui du Paris Saint-Germain dimanche soir, on nous presse jusque dans nos 18 mètres, on dégage, on ventile. Il y avait que ça à faire ce soir-là. Il fallait assurer derrière. C'est pas possible. On ne peut pas prendre autant de risques contre une équipe aussi technique que ça qui nous fait un pressing haut. Donc, Garbage, d'accord, mais il y a les autres aussi. Ils ne l'ont pas aidé. Mais là, je pense qu'ils l'ont perdu définitivement. On reviendra tout à l'heure sur les autres joueurs qui, effectivement, n'ont pas réussi un match exceptionnel ou qui sont peut-être un peu décevants, un peu en dessous depuis quelques semaines. On reviendra pour terminer ce énième tour de table sur le Paris Saint-Germain. Il reste Baptiste qui n'est pas encore intervenu sur ce sujet. Baptiste, qu'est-ce que tu évoques pour ce dossier Gribic? Les arguments de l'avocat, les arguments du bourreau? Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu préconises comme solution pour les prochains matchs? Pour moi, ouais, j'étais entièrement d'accord avec Christophe. Pour moi, on ne peut pas changer un gardien comme ça. Déjà, Jardim revient de blessure. Alors, est-ce qu'il a à 100% physiquement? On sait qu'il a repris l'entraînement il y a de ça 3 semaines. Mais est-ce qu'il est vraiment apte à jouer et à enchaîner des matchs? Alors, C'est assez compliqué. il y a une information qui est importante pour le remplacement de Gribic, notamment par Jardim, c'est que ce matin a été dévoilée la liste des joueurs qui sont inscrits à la Ligue des Champions. Et curieusement, Jardim ne fait pas partie de cette liste. Les gardiens qui sont inscrits pour le LOSC sont Ivo Gribic, sont Jakubec et son Julien Roux qui remplit le rôle pour les Jules Roux, pardon, qui remplit le rôle des jeunes. Donc en fait, pour garder les portes du paradis, Jocelyn Gourvenec et Olivier Létang ont choisi Adam et Ivo. Elle est technique, celle-là. Ouais, c'est vrai. Mais ça C'était veut dire... déjà le cas sur les matchs allés. Hein. C'est Jakubec qui était. Oui, mais il était blessé, Jardim. C'était normal parce que Jardim, c'était normal parce que Jardim était blessé. Jardim était blessé. Là, dans le contexte, même si on l'a su, notamment à la réunion de supporters, la liste des inscrits à la Ligue des Champions a été faite le 1er février, donc bien avant le match du PSG. Mais là, c'est un vrai choix de ne pas avoir mis Jardim dans cette liste. Et en tout cas, je ne peux pas imaginer que Jardim devienne titulaire à Montpellier alors qu'il ne sera pas titulaire quoi qu'il arrive en Ligue des Champions. Ça paraît très surprenant. Donc, ça élimine le choix Jardim. Et donc, il ne reste plus que Gribic contre Jakubec. Alors, Jakubec, 25 ans, a été prêté à Courtrai. Je n'ai pas suivi ce qu'il a fait. La seule chose que je l'ai vu faire, c'est cet entraînement ouvert en public en décembre. J'en parle beaucoup à chaque fois, mais on n'a pas beaucoup d'autres références. L'entraînement est quand même très peu ouvert. Jakubec, moi, il m'a fait bonne impression sur ce que j'ai vu lors de cet entraînement. Hein. Je l'ai trouvé bon, très dynamique. Je n'ai pas vu ses relances au pied, je l'ai vu sur sa ligne. Et sur sa ligne, je l'ai trouvé vraiment bon. Après, ce que ça donne, je sais pas. Sur sa ligne, ce n'est pas le défaut principal de Ivo Gribic. Ouais. Après, Baptiste, je te laisse terminer ta démonstration. Après, du coup, comme je l'ai dit, il y a le cas de la Ligue des Champions et le cas de Chelsea qui arrive. Alors après, il y a moyen de bidouiller, de mettre Jakubec en 3, etc. On a déjà vu comment bidouiller. Après, Grbic, j'étais d'accord après tout ce que Gildas a dit, qui n'a apporté aucune confiance. On l'a vu énormément, par exemple, sur ce dégagement. Il n'y a eu, dites-moi si je me trompe, aucun dégagement au pied lointain sur un 6 mètres. C'était tout le temps sur Botman ou Font ou alors sur les ailiers, enfin les latéraux, mais tout le temps, je dirais 99% des dégagements à ras de terre, à côté de lui, parce qu'il sait très bien qu'il ne dégage pas au pied. Et je pense que même lui a perdu confiance en lui. On a peur, bien sûr, mais franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le choix, dans tous les cas, de prendre un autre gardien du LOSC. On est obligé de finir avec Grbic. Et après, à quoi sert de mettre Grbic pour qu'il joue 4 mois et après le mettre sur le banc? Ça rime à rien. Donc voilà, c'est mon dernier argument, mais on a Grbic, on lui fait finir la saison, on ne prend pas l'option d'achat et on retourne avec Chevalier
ce serait un mauvais message aussi, je pense, pour Jardim de le mettre en numéro 1 et après de dire bon, bah, Chevalier, il est meilleur que toi, tiens, hop, tu repars en numéro 2 ou alors tu es vendu à je sais pas qui. Faut être prudent, faut être prudent, faut être prudent sur ces dégagements courts. Ça peut être juste tactique, en fait. Hein. Ça pouvait être la consigne sur ce match de repasser par Fontenay-Botman qui repartait de derrière. Ce n'est pas forcément sa médiocrité au pied qui a fait qu'il a fait ça. Là, pour le coup, on ne sait pas. On ne sait pas quelles étaient les consignes données, tu vois. Ouais, mais après, la mauvaise jeu au pied, on est d'accord. Hein. Gildas, Georges, après. D'abord Gildas, ensuite Georges. Non, si on élargit la réflexion, si on ne l'écarte pas, Gerbic, quel message on enverrait aux autres joueurs finalement? Soyez aussi mauvais que vous soyez. Alors, gardien de but, c'est pas la même chose, vous allez me dire. Mais soyez aussi mauvais que vous voulez, bah, vous jouerez quand même, quoi. À un moment donné, comme a dit Christophe, la confiance est rompue. Si la confiance est rompue, bah, on continue avec un gardien auquel on n'a pas, envers lequel on n'a pas confiance. Essayons d'avoir mieux en essayant Jardim. Et puis, si on va encore plus loin, j'ai envie de dire que Gerbic, c'est presque pas de sa faute. Gerbic, c'est qui l'a recruté et qui le fait jouer. Voilà. Alors, moi, je vais essayer d'être pragmatique. C'est d'abord, dans les déclarations, on a vu les gestes d'énervement pendant le match, mais dans les déclarations, on a Jocelyn Gourvenec qui laisse entendre qu'il est déçu, mais qui va réagir à froid. Donc, on verra s'il y aura des commentaires, ce qu'il en est. On a des déclarations de joueurs qui prennent la défaite sur le sens collectif, donc ils vont un peu dans le sens qu'on évoquait tout à l'heure, en disant que ce n'est pas forcément le seul responsable. Maintenant, est-ce que c'est la faute de Grbić? Admettons, au moins 80-90%, mais est-ce que c'est finalement un problème de niveau de gardien ou simplement il est passé à travers aujourd'hui? C'est ça, en fait, qui va donner la réponse au choix à court terme. Georges, tu voulais réagir? Ouais, je pense que moi, structurellement, justement, le fait qu'il soit plombé sur sa ligne de but, c'est-à-dire qu'il sort très peu, ça a complètement modifié la donne au niveau de la charnière centrale qui, l'année dernière, justement, avait un troisième défenseur central qui les accompagnait. Et je constate que même dans les bons matchs que fait Gerbic, la question que je me pose, c'est le fait, justement, qu'il soit très attentiste, très en retrait. J'aimerais revoir, parce que, pas oublier un truc, 23 buts encaissés l'année dernière, plus de la moitié des matchs qui se finissent en clean sheet. Cette année, on en a fait 2 en championnat des clean sheets. Et se demander un petit peu aussi, même sur les buts, parce que j'ai le souvenir avec un gardien qui s'appelait Landreau, et finalement, c'est la même chose avec Maignan. C'est que Maignan, finalement, on se rend compte qu'il faisait 1 ou 2 gros arrêts par match. Mais le reste du temps, il avait des anticipations qui, justement, annihilaient les attaques adverses et faisaient qu'il y avait beaucoup moins de situations dangereuses. Donc, du jeu, ouais. Voilà, j'aimerais bien revoir tous les buts qu'a pris Gerbic, même dans les bons matchs, et se demander sur ces matchs-là, mais si Maignan avait été là, avec sa faculté d'anticipation, finalement, combien on en aurait pris, sachant que des fois, le grand gardien de but, c'est ce qu'on voyait avec Neuer, c'est ce qu'on a même vu, moi je me souviens avec Michael Landreau, c'est un mec qui jouait très loin de sa ligne, ce qui fait que des fois, il anticipait des sorties qui évitaient, alors c'était pas spectaculaire, c'est des ballons qu'il récupérait tranquillement, mais où tu te dis, s'il avait joué beaucoup plus en retrait, ça générait des situations, ça générait des temps dangereux. Et voilà, les stats sont implacables. Même dans les grands matchs, Gerbic, il prend des buts. Et il en prend beaucoup. On dit, on a 35 buts cette année, on était 23, sur 23 fin de saison dernière. Donc moi, fin de saison dernière. Moi, la question que je me pose, c'est vraiment, est-ce qu'il est fait tactiquement pour jouer avec Botman et Fonte? Alors, moi, je voudrais juste, pardon François, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu dis Gourvenec n'a pas pointé du doigt Grbić. Je ne suis pas d'accord. J'ai écouté sa conférence de presse. Quand il dit on s'est plombé le match tout seul, on s'est plombé sur nos erreurs, il parle de Grbić. Oui, bien sûr. Pour moi, il ne parle pas du collectif, il parle de Grbić et clairement, il dit Grbić nous a tués. C'est très clair. Moi, je l'ai écouté in extenso, cette conférence de presse. Pour moi, c'est limpide. Quand il dit ça, il parle de Grbić. Et le deuxième point sur la gestion des gardiens, et là, je rebondis sur ce que dit Gildas, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, la gestion des gardiens lors du mercato d'été. Souvenez-vous dans quel état on était. On était en colère. On voyait partir Kofi, on voyait pas de gardien arriver. Je vous rappelle juste que Ivo Grbić, il signe le 19 août. 19 août.
La gestion du club de cette histoire de gardien de but a été catastrophique. Alors aujourd'hui, moi j'entends toutes ces remarques et je les souligne, hein, j'ai aucun souci avec ça. Maintenant, je vais essayer d'être pragmatique. Certes, on est dans une situation où, d'abord, si on compare, quel que soit le gardien de but avec Mike Maignan, on n'a qu'une seule solution, c'est on baisse le rideau du bistrot et on va tous pleurer. Parce que ce n'est pas une solution, ça c'est un constat. Le constat du mercato raté sur le plan du gardien, je le partage complètement, mais aujourd'hui, c'est un fait, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a deux questions à se poser. La première, c'est à court terme, qu'est-ce qu'on fait? On a trois choix possibles, hein, finalement. C'est soit on maintient Gribic parce que finalement, on estime qu'on n'a pas d'autre solution, soit on fait sortir pour un match pour souffler, histoire de marquer le coup et de dire tu reviendras après, soit on le sort complètement et on le perd complètement. Et dans ce cas-là, on a deux possibilités. C'est le remplacer par un Jakubec, qu'on ne connaît pas du tout, ou par un Jardim qu'on a vu évoluer et qui est également à Paris et qui en plus ne pourra pas participer à la Ligue des Champions. Donc ma question, elle est très Il y a une simple. quatrième option. Oui. Il y a, il y a Thiago Diallo qui a joué à tous les postes de la défense. Il s'est joué au pied. On pourrait peut-être l'essayer. C'est le seul poste derrière où on ne l'a pas mis. Oui, ou on pourrait mettre aussi pied, parce que Voilà. comment dire, on prend des buts sur des fautes de main, là on prendra des buts sur des fautes de pied, donc ce sera peut-être beaucoup mieux. Donc voilà, ma première question, et on fera un tour de table là-dessus pour terminer cette partie sur le Paris Saint-Germain, c'est qu'est-ce que vous faites? Vous êtes entraîneur du LOSC, qu'est-ce que vous faites à court terme pour les matchs de Montpellier et pour le match de Chelsea? Et ensuite, on ouvre un peu, qu'est-ce que vous faites pour l'année prochaine? Est-ce qu'il faut prolonger lever la clause d'achat ou on le laisse repartir à l'Atlético ou si on se rappelle des propos de notre ami Franco la semaine dernière, il considérait Gribic comme l'avenir de l'Atlético, donc peut-être que l'avenir de l'Atlético commence dès le mois de juillet. On commence par Christophe qui a été assez discret depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette double question? Alors moi, je remets en confiance l'Atlético en leur rendant leur gardien en fin de saison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je le détache de son sabard de baby-foot parce que c'est un gardien de but de baby-foot. Il n'a pas de bras, donc on ne va pas insister là-dessus. Et puis, malheureusement, je finis la saison avec un gardien de baby-foot parce que je ne vois pas d'autre solution. Et ensuite, opération Kalinou. On essaie de le remettre en confiance avec le match à Montpellier. Et puis Saint-Rita, on l'allume dès la semaine prochaine. Et pour l'année prochaine, tu souhaiterais quelle option pour l'année prochaine? Je pense que Chevalier. Après, je ne le connais pas forcément très très bien, mais je tente Chevalier. De toute façon, la Ligue des Champions ne l'aura pas. La Coupe d'Europe, c'est mal barré. Donc, pourquoi pas parier pour Chevalier? Alors, Chevalier, avec un numéro 2 expérimenté, ce serait le ticket gagnant pour moi. Deuxième personne à répondre à cette double question, Georges, on va le faire dans l'ordre de mon écran. Tu peux répéter la question? Donc, tu es entraîneur du LOSC. Qu'est-ce que tu fais à court terme pour le poste de gardien de but? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on fait à long terme, c'est-à-dire en prévision de l'année prochaine avec Ivo Gribic et le poste de gardien de but? Ce que j'évoquais, hein, c'était comme l'idée d'un basculement, mais avec le facteur qui rend les choses impossibles, puisque Jardim ne jouera pas la Coupe d'Europe, donc en effet, titularisé. Je ne sais pas, moi je ne connais pas Jakubek, je ne suis pas dans les secrets d'alcôve du club, mais est-ce que Jakubek est un gardien qui propose plus d'amplitude de sortie, j'ai envie de dire auquel cas, c'est peut-être le moment de le tenter pour avoir quelqu'un en vraie complémentarité avec notre système de jeu. Sinon, s'il faut faire avec Gerbic, alors autant essayer de le ménager, comme tu dis. C'est pour ça aussi, peut-être que pour en revenir à la déclaration de Gourvenec, peut-être que de ne pas nommément citer Gerbic, de toute façon, quel intérêt il y avait à le citer? Je crois que tout le monde avait vu. C'était juste tiré sur une ambulance. Donc, si on doit faire avec Gerbic, c'est sûr qu'il faut pouvoir ou réadapter la charnière Fonte-Botman en sachant qu'ils ne trouveront pas de soutien derrière. Donc, repenser leur système de jeu. C'est ce qui leur donnait quand même cette force de pouvoir avoir un relais derrière. Et non, je crois que pour l'année prochaine,
Est-ce que même lui aura envie d'y rester? Et je pense qu'on a l'avenir du LOSC. Chevalier, alors c'est de la Ligue 2, mais je l'ai vu jouer quelques matchs à Valenciennes. Et justement, lui, il a ce profil de ce gardien de but qui est très engagé, qui va de l'avant, qui en même temps est très fort sur sa ligne, qui a une vraie présence dans toute sa surface et au-delà. Qui a, voilà, ce que n'a pas Gerbic. En fait, Gerbic, il manque de présence singulièrement, quoi. Là, avec Chevalier, je pense que de toute façon, de ce point de vue-là, le problème sera en partie réglé la saison prochaine, quoi. Alors, on a beaucoup de réactions sur le sujet sur les réseaux sociaux. On a Capenoul qui nous a rejoint en retard, qui nous demande si on pouvait recommencer l'émission. C'est l'occasion de signaler que l'émission est proposée en replay sur notre chaîne YouTube à laquelle vous êtes normalement tous abonnés. Donc, il met 3 heures à plonger. Toujours, Olivier, vu la liste des gardiens, je cherche le marabout qui a fait gagner le Sénégal. Et donc, nous sommes à -4 en championnat, il faut se poser des questions. On a Capenoul qui nous rappelle que Galtier avait sorti Maignan sur 1 ou 2 matchs pour le faire souffler, parce qu'il était à l'époque moins en forme. Toujours, il faut le sortir. Capenoul parle de Grégory Vimbé qui pourra encore dépanner, même si maintenant il joue attaquant dans les matchs des anciens du LOSC. Donc voilà, beaucoup de réactions, des votes pour Chevalier pour l'année prochaine sur les réseaux sociaux qui rejoignent un peu ce que pense donc la première partie des piliers du bistrot, la deuxième partie, leur avis tout de suite. Gildas, est-ce que tu réponds à cette double question? Ouais, le match de Chelsea complique l'équation en fait, parce que si on met un autre gardien à Montpellier et qu'après on dit bon bah on va quand même mettre Gerbic à Chelsea, ça complique l'équation. Mais bon, après, moi, plus globalement, moi je dirais que le sport de niveau, c'est quand même la remise en question du joueur et la concurrence. À un moment donné, t'es pas bon, tu joues pas. Et moi, ce que je ferais, c'est je dirais écoute, en ce moment, ça ne va pas, tu n'es pas en une bonne période. On va te laisser souffler un petit peu. Et puis, si on voit que le deuxième gardien donne satisfaction, on continue avec le deuxième gardien. Moi, c'est ce que je ferais. Et après, c'est compliqué de changer de gardien en cours de saison, mais d'autres clubs l'ont fait. Je leur dis tout à l'heure. Il y a 2-3 clubs qui ont changé de gardien assez rapidement en début de saison, quoi. Et pour Jardim, en début de saison, on lui reproche ses 7 buts en tant qu'essai, mais regardez bien les buts, il n'y en a pas tant que ça sur lesquels il est super fautif, quoi. Donc, bon, c'est un choix compliqué. Moi, je le laisserai sur le banc contre Montpellier en disant, en ce moment, c'est pas bon, tu restes sur le banc. Et puis, si ça va bien avec le remplaçant, pourquoi pas continuer. Mais c'est un choix. Pour moi, il n'y a que 2 mauvaises solutions. Et le poste de gardien, ça sera vraiment un des talons d'Achille de cette saison, quoi. Voilà. Et pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, moi, je ferai confiance à Chevalier. Il prend l'expérience à Valenciennes. Apparemment, il n'est pas si mauvais que ça. Enfin, il est très bon. plutôt correct. Il fait une excellente saison à Valenciennes. Ouais, il est correct. Il a été nommé 2 fois meilleur joueur de l'équipe en décembre et en janvier. Et quand on regarde ses matchs, il a vraiment un style Maignan, en fait. C'est très amusant, des relances rapides, des sorties de son but. C'est vraiment le petit frère de Mike Maignan au sens footballistique. On n'a pas voulu tenter le coup cette saison à juste titre parce qu'il fallait qu'il s'aguerrisse avant. Mais pour moi, Chevalier, en plus, quand on le voit sur les réseaux sociaux et tout, on voit que c'est un mec qui est vraiment attaché au LOSC, qui a vraiment le côté made in Lost. Donc, pour moi, c'est l'avenir, quoi. Pour moi, et puis pour Gerbic, c'est merci pour rien et au revoir, quoi. Voilà. Julien, Des-Dogs de Paris, ta réponse à cette question, à cette double question? Court thème, Jardim, parce qu'encore une fois, je suis un peu interloqué par l'article de l'équipe ce matin qui dit qu'il était moins engagé, qu'il avait les mains moins sûres à l'entraînement, etc. Apparemment, il y a vraiment un problème, donc il faut lui remettre la tête à l'endroit. Jardim, même sachant qu'il ne jouera pas la Ligue des Champions. Ouais, pas grave. Et jurisprudence Maignan, je crois me souvenir, si je ne dis pas de bêtises, que Maignan, dans une interview, avait dit que ça lui avait été utile, le fait d'être écarté. Que ça avait été une sacrée claque, qu'il s'était encore plus entraîné derrière, qu'il s'était vachement remis en cause, parce qu'il ne s'y attendait pas forcément de perdre la confiance du coach, que ça avait été une énorme claque, et qu'en effet, c'est le moment où il a basculé. Souvenez-vous, Maignan, au tout début, c'est pas dingue, quoi. Il est devenu ce grand gardien. Il est devenu ce grand gardien qui joue aussi bien du pied gauche que du pied droit. Mais au départ, il n'y avait que le droit. Puis finalement, il finit l'an dernier, il est complètement ambidextre. Enfin, c'est incroyable à quel point il a bossé.
Évidemment, on ne lève pas là-haut. On a lu entre 5 et 7 millions d'euros pour un gardien comme ça. On ne lève pas l'option d'achat. Ça me paraît irréaliste de lever cette option d'achat. Donc, il retourne chez lui. Et évidemment, on prend Chevalier parce qu'il fait des grands matchs avec Valenciennes, parce que Maignan est son grand frère, son père spirituel. Et il y a eu quand même pas mal de vidéos où on voit les deux à l'entraînement la saison dernière, par exemple. Et franchement, c'est du copier-coller. Ce que faisait Chevalier, tu voyais ce que faisait Maignan. En plus, ils avaient même le même gabarit. Et Chevalier ne cessait de dire que Mike, c'était sa source d'inspiration, qu'il voyait aucun problème à jamais jouer, parce qu'il apprenait tellement à ses côtés qu'il trouvait ça formidable. Donc en effet, là, je pense que pour le coup, ce dossier est bien géré. Et si je ne dis pas de bêtises, Christophe et François, lors de la réunion des sections de supporters, Olivier Létang vous a dit que son objectif, c'était de faire revenir Chevalier l'an prochain. Donc je pense que là, pour le coup, l'an prochain, le dossier sera bien géré. On a un Chevalier qui est un copier-coller de Mike Maignan, qui est au LOSC depuis toujours, qui aurait pu être supporter de Lens comme son frère, mais qui préfère supporter Lille. C'est le club de son enfance depuis toujours. Et je vais même aller plus loin. Moi, vous savez quoi ? Je le vois capitaine du LOSC très rapidement, parce que quand on veut inscrire le LOSC dans quelque chose où la formation a de l'importance, bah, la logique, ce serait de donner le brassard à Chevalier, à Lucas Chevalier très rapidement. Voilà. Alors moi, j'ajouterai un point avant de passer la parole à Baptiste pour fermer finalement cet épisode du PSG, c'est que Lucas Chevalier est entraîné également par un gardien qui a beaucoup de talent, qui avait beaucoup de talent, qui est un gardien que j'aimais beaucoup, notamment quand il ne parle pas de vaccin ou de complot. Donc, c'est Jérémy Janot, qui est l'entraîneur des gardiens à Valenciennes et qui va certainement lui apporter beaucoup sur le plan technique et sur le plan de jeu spectaculaire. C'était difficile, c'était un pari trop important pour moi. De jeu spectaculaire, parce que Jérémy Janot était un gardien qui était vraiment très, très spectaculaire et efficace à l'époque. Très athlétique et avec le gabarit de Mimi Mati, je rappelle. Tout à fait. 1m76, j'ai sa fiche sous les yeux. C'est un grand. Un gardien, c'est petit, ouais. C'est petit, c'est petit, mais c'est un grand mimimati quand même. C'est pas Ettori, mais c'est petit. Baptiste, à l'époque, des Tori, on a eu des petits. Baptiste, ta double question avant de lancer le jeu d'ailleurs du bistrot d'Alleosque. C'est compliqué. Je trouve que j'étais d'accord et je ne vais pas rajouter grand-chose à ce que ont dit mes camarades parce qu'ils ont été parfaits une nouvelle fois. Mais vraiment, pour moi, le cas Garbage, comme dit tout le monde, ça ne sert à rien je vais pas dire de s'endetter, mais de prendre une option à 8 millions d'euros, sachant qu'on a Lucas Chevalier derrière. J'ai déjà regardé, je ne regarde pas tous ces matchs, mais je regarde 3-4 de ces matchs sur la chaîne de l'équipe, sur multiplex, étant donné que c'est gratuit. Et ce qui fait que vraiment, si Valenciennes aujourd'hui n'est pas relégable, c'est exactement grâce à lui. Il sauve, mais alors des fois miraculeux, comme le faisait Maignan la saison passée. Et donc c'est exactement ça aujourd'hui, Valenciennes. Et on peut le remercier fortement. Donc pour moi, l'année prochaine, bye bye Ivo, bonjour Lucas. Ok, écoutez, moi, mon avis, mais je suis très conservateur, j'entame cette semaine une cure de désintoxication mentale avec Ivo Grilić et je le maintiens en tant que titulaire parce que je ne vois pas les deux autres finalement, je ne vois pas Jardim revenir sachant qu'il ne pourra pas jouer avec des champions et il y a trop d'inconnus avec Jakubec. Maintenant, il y a un élément qui nous différencie entre nous, piliers du bistrot d'Alleosque, et Jocelyn Gourvenec, c'est que lui voit régulièrement les trois gardiens et il connaît très bien leurs caractéristiques et notamment la possibilité pour Jakubec de venir pallier finalement le départ de Grilić pour des matchs capitaux pour l'équipe. Georges. Juste à l'inverse, en aparté, on parle évidemment de l'état psychologique au cas où de Grilić, mais j'ai souvenir aussi, et ça, il y a plein d'histoires, de belles histoires, de gardiens de but, là je pense à Jakubec, c'est une Coupe d'Europe à jouer, qui de façon totalement inespérée se retrouve bombardé au premier rang et euphorie faisant font des entrées en matière absolument fracassantes, quoi. Donc il y a peut-être aussi un coup de poker à tenter là. De toute façon, il y aura un risque à prendre, qu'on garde Grilić ou qu'on en mette un autre, il y aura un risque à prendre. Peut-être que donner sa chance à un gardien de but qu'il ne voyait pas venir, ça peut aussi avoir un impact très fort, quoi. Donc Jocelyn Gourvenec aura le choix entre d'un côté
un pari risqué et de l'autre côté, un pari risqué. Ce qui, après avoir rencontré Paris, est quand même une drôle de coïncidence. Voilà, je vais vous poser la question avant de passer à la deuxième partie de l'émission, deuxième et dernière, parce qu'il est déjà 21h50, on était très bavard sur le sujet de Paris. La question du bistrot d'Alelos, alors Christophe nous a un peu défloré le sujet, donc j'ai complexifié un peu la question. La question initiale était quel est le nom du gardien qui a remplacé Ivo Gribic en tant que gardien remplaçant à l'Atlético Madrid? Alors, donc le nom, Christophe l'a donné, donc rembobiner vite fait pour retrouver le nom. Et je vais complexifier la réponse. Donnez-moi 2 des 4 équipes françaises dans lesquelles il a évolué en première division. Donc voilà, donc un calendrier difficile qui attend le LOSC, des rencontres de championnat qui sont extrêmement importantes si on ne veut pas gâcher les dernières chances qui nous restent. On est finalement à la fois très loin et très près des places européennes, même si la Ligue des Champions paraît maintenant définitivement compromise. Donc des matchs contre Montpellier et Metz qu'il ne faudra pas rater, et un match contre Chelsea qui est prêt à faire beaucoup de mal à nos dogs préférés, contrairement d'ailleurs à son ancien joueur Kurt Zouma, qui préfère lui faire mal au chat. Alors peut-être que Georges, tu as quelque chose à nous dire là-dessus. Ouais. Avec Kurzuma a défoncé la chatte à sa femme, quoi. Alors que chez en soi, c'est plutôt la sœur. Enfin, bon. Bon, on ne cautionne pas du tout cette blague. J'ai pas validé, hein. C'est vrai que tu ne m'as pas du tout lancé là-dessus. Non, heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas en direct, sinon on pourra quand même censurer et mettre On va des pas bips. couper au montage. Ouais. Quoi? Vous me dites qu'on est en direct? Merde, tant pis, on fera avec. Non, en fait, cette histoire de Zouma, elle est à la fois anecdotique et grave, parce que c'est vrai que c'est quand même, il ne faut pas faire de mal aux animaux, mais il y a quand même des circonstances atténuantes, hein, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à ce qui paraît, Zouma souffre d'un complexe d'infériorité assez important, voire maladif, hein, parce qu'il paraît qu'il la courte, Zouma. Donc, tout ça pour ça, je suis désolé. C'était long en plus, c'était long. 5 minutes pour arriver. Cette partie sera coupée au montage. Hein. C'est promis, on ne recommencera plus. Donc, j'espère qu'au lieu de nous écouter, vous avez commencé à répondre à notre question pour gagner une place en tribune active pour le match Lille-Metz. C'est beaucoup plus sérieux. Donc, ben voilà, c'est déjà fait. Donc, Capenoul qui nous donne la réponse, c'est bien Benjamin Lecomte qui a joué à Lorient et à Monaco. Alors la réponse, alors c'est pas, contrairement à ce que dit Olivier, la réponse de la question c'est Diego. Non, c'est pas Diego. Et j'ai pas tout saisi. C'est la mer Noire. Oui, la mer Noire peut-être. Ouais, donc c'est bien Lorient-Monaco qui sont 2 des 4 équipes dans lesquelles Benjamin Lecomte a joué avant d'aller s'expatrier sur le banc de l'Atlético Madrid. Il a également joué à Dijon, si je ne dis pas de bêtises, et donc Lorient et Montpellier. Voilà, donc ça a fonctionné. Et bien sûr, Capenoul, qui vient de très loin, laisse la place au suivant. Donc, soit quelqu'un recopie les réponses qu'on vient de donner, soit on remettra en jeu la place la semaine prochaine. On remettra en jeu 2 places pour l'Inmetz, comme ça vous pourrez venir voir le match en amoureux ou avec votre chat si vous voulez le protéger, contrairement à Kurt Zouma. Deuxième et dernière partie de cette émission, Montpellier. On ne fait pas les tops et les flops, François. Ah oui. Important. Oh, on n'aura pas le temps, il est 21h50 et je pense qu'on a les flops, il n'y a pas beaucoup de suspense, je pense qu'on va avoir un nom qui risque de revenir. Les tops, on le fera une prochaine fois ou vous le glisserez si vous avez envie de citer un joueur dans cette deuxième partie. Montpellier-Lille, on voudrait des héros lillois qui sont attendus dans l'Hérault. Montpellier, 7e du classement avec 34 points, à la fois très loin et très près de nous. Nous sommes 11e avec 32 points, donc des Montpelliérains qui ont des résultats très variés, très irréguliers, qui sont tantôt flamboyants. Ils ont connu des victoires contre Monaco, Strasbourg, et ils sont parfois très en difficulté contre des clubs plutôt moyens. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites contre l'AS Saint-Etienne, 3 Angers et 2 victoires, donc Monaco et Strasbourg. Que pensez-vous de ce match? Avons-nous un droit à l'erreur?
et comment devons-nous finalement aborder cette rencontre? Qui veut commencer? Georges, tu te grattes le nez. Quand on se gratte Ouais. le nez, c'est qu'on n'est pas loin d'avoir quelque chose à dire. Ouais, qu'on le sent mal. Mais non, non, plus exactement. Ouais, j'ai vu jouer Montpellier, notamment les 10 dernières minutes où ils sont en plein naufrage. Geoffroy Guichard, bon, face à des Stéphanois galvanisés. Mais c'est vrai que c'est une équipe, j'ai l'impression, qui fait un peu de yo-yo, parce que je les vois jouer régulièrement. Je vois souvent du beau jeu, je vois souvent des phases en tout tir. Et puis, je vois des fois une équipe, la même équipe fantomatique. Donc, en effet, c'est extrêmement irrégulier. Moi, ce que j'attends de ce match, c'est justement, on avait évoqué la semaine dernière, pardon, je crois que c'est Gildas qui en avait parlé, la référence à 2007, où hors Ligue des Champions, le club avait Manchester, totalement, oui. voilà, après Manchester, le club avait totalement décroché et dévissé. Et c'est vraiment ce que je redoute sur cette fin de saison. Donc ce match, oui, pour moi, il est extrêmement important, parce que j'ai vu Montpellier contre Saint-Etienne en ce moment, c'est prenable, c'est friable. C'est le moment où c'est vraiment le bon moment pour les taper parce qu'ils ont vraiment pris un gros coup de massue à Geoffroy Guichard. Mais surtout, ça va être le révélateur et l'indicateur de la suite de la saison. Parce que je rappelle quand même, ils ont bien joué contre Paris, mais on avait cette habitude de les voir gérer les gros matchs. Donc moi, c'est surtout ça. Plus que le match en lui-même, c'est la perspective que celui-là va donner sur la suite. Parce que comme tu as dit, l'Europe s'éloigne, mais même si le podium est très loin maintenant, vu la façon dont stagnent les équipes devant, mathématiquement, l'Europe reste largement possible, quoi. L'Europe est à 5 ou 6 points selon qu'on vise la Conference League ou l'Europa League, sauf si le vainqueur de la Coupe est soit Nice ou soit Marseille qui se rencontrent là pour les quarts de finale, ce qui pourrait libérer une place supplémentaire pour la Coupe d'Europe au championnat. Alors, je voulais signaler qu'il y a une deuxième bonne réponse de quelqu'un que je nommerai pas pour le jeu, qui cite bien Benjamin Lecomte et les 4 clubs dans lesquels il a évolué. Et justement, cette personne se désiste et donne sa place en tribune à Gribic. Donc, voilà. Vous regarderez qui est l'auteur de cette blague. Je suis sûr qu'il est marrant. Oui, il est très marrant. Vous regarderez qui est l'auteur de cette Là blague où il sur est les le meilleur. commentaires. Alors, Christophe, est-ce que quand tu sens ce match contre Montpellier, est-ce que tu le crains? Est-ce que tu penses que c'est une occasion de rebondir après finalement un match catastrophique sur le plan du résultat, mais qui laissait finalement augurer de bonnes choses sur le plan du jeu? On ne peut pas se rater contre une équipe de Montpellier qui est en difficulté. Une équipe de Montpellier qui a souffert à Saint-Etienne après avoir ouvert le score, qui en prend 2 à la fin, mais c'est plus que mérité. Ils en prennent 3. Oui, ils en prennent 3, mais 2 à 90e, 93e. Ils auraient pu marquer avant. J'ai vu le match pour une fois, comme dirait François. Et donc, du coup, il y a eu un pressing important. Ils ont été gênés par le pressing de Saint-Etienne. Je pense qu'on est en capacité de faire aussi bien. Peut-être pas d'en marquer 3, mais en tout cas de les gêner en tout cas par un pressing assez fort. On est encore capable de faire ça. C'est pas non plus voilà. C'est Montpellier qui jouera sans Savanier. C'est pas la même équipe. Ils l'avaient pas déjà à Saint-Etienne. Ils l'auront pas a priori contre Lille. Mavividi sera pas là. Germain est incertain. Enfin, il y a beaucoup d'absents en ce moment dans cette équipe. Je pense qu'il y a pire moment pour jouer Montpellier et c'est peut-être le bon match pour nous remettre sur les rails. Alors moi, je voulais revenir sur ce match contre Saint-Etienne de Montpellier. Certes, Saint-Etienne marque ses 3 buts dans les 10 dernières minutes, dont 2 dans les arrêts de jeu. Mais quand on prend les statistiques du match, il y a 27 tirs pour Saint-Etienne, 3 pour Montpellier. Il y a 8 cadrés pour Saint-Etienne, 2 pour Montpellier. Il y a 61% de possession pour Saint-Etienne. Il y a 11 corners à 0. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment un abandon du jeu de Montpellier au profit de Saint-Etienne. Et finalement, Saint-Etienne, même s'il gagne dans les dernières minutes, n'a pas usurpé sa victoire. Ils ont fait vraiment un très très grand match contre une équipe de Montpellier qui a énormément souffert. Ils n'ont pas réussi à se sortir de ce pressing et ils se sont fait rincer tout simplement au pressing. Gildas, comment tu le sens ce match de Montpellier? Là, je pense qu'on va savoir si on va sombrer sur la fin de saison ou si on va un peu se relever. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Georges. Les absences de Mavividi et de Savanier sont quand même une vraie chance parce que c'est vraiment deux très bons joueurs. Et moi, j'ai vu 2 matchs de Montpellier cette saison, enfin, en plus de Saint-Etienne, mais on en a parlé. J'ai vu Montpellier contre Lyon,
Et Lyon avait pris un bouillon incroyable et avait gagné 1-0, mais sans Anthony Lopez, il serait reparti avec 3-1 minimum. Ils avaient été très bons aussi à domicile contre Lens, donc c'est vraiment une équipe qui est très irrégulière, mais qui est capable de mettre le feu. Donc, mais justement, ils ont pas les joueurs pour mettre le feu, puisqu'ils sont absents. Donc, on peut être confiant vis-à-vis de ça. Et après, ça va être intéressant. Est-ce que, je ne sais pas si Sanchez va pouvoir jouer, j'en sais rien. On n'a pas Parce de que, nouvelles des blessés du LOSC, parce Ilmaz, que Sanchez. Non. l'absence de Sanchez a quand même pesé lourd, on n'en a pas parlé contre Paris, parce que Onana au milieu, ça n'a pas été terrible contre Paris, hein. Franchement, il a été très effacé. Et bah, c'est un match extrêmement important et ils sont capables du meilleur comme du pire, mais comme nous. Donc finalement, comment aborder ce match écoute, moi, Gudmundsson, défensivement, c'est vraiment. Il apporte offensivement, mais derrière, c'est Celik. Celik, il fait une saison très, très moyenne. Donc, si la défense est vraiment moins bonne cette saison, je crois que vraiment les latéraux sont vraiment en dessous. Donc, on va voir, mais ça va être important de relancer la machine ou de décliner pour de bon, à mon avis. Baptiste, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur tes sentiments sur ce match? Tu es plutôt confiant au retour des héros lillois ou tu crains qu'on est capable du pire comme du meilleur et que c'est parfois dans le meilleur qu'on est le pire? Ou dans le pire qu'on est le meilleur, plutôt. FFF. Absolument, c'est un clin d'œil à Fédération FFF. française de funk. Voilà, il y a quand même un rapport avec le football, hein, la FFF. Écoute, c'est très très compliqué. Montpellier, comme on l'a dit, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Faut savoir Pour déjà le pire, que je suis le meilleur. aussi, on peut toutes les faire. On le mettra en générique la semaine prochaine. Allez, partons pour ça. Mais du coup, la dernière défaite d'ailleurs du LOSC contre Montpellier, c'était le 25 novembre 2017. Donc, ça fait plus de 4 ans que Montpellier nous a pas battu. Alors déjà, il y a un match pour la qualification en Europe, puisque Montpellier a 34 points, Lille en a 32. Donc, 4 victoires, on passerait devant Montpellier, ce qui pourrait être un très bon coup pour ce match. Montpellier, c'est vraiment une équipe qui se réinvente. On les avait affrontés au match aller il y avait Gaëtan Laborde, Andy Delors n'était pas là parce qu'il partait à Nice. C'était déjà une bonne équipe. Et c'est vrai que là, elle me fait encore plus peur parce qu'elle s'est très très bien réinventée. Alors, je suis content de passer derrière Christophe parce que j'étais pas au courant que Germain n'était pas là, que Mavididi n'était pas là non plus et que Savanier était incertain. Donc, j'avais pas l'info. Donc, merci Christophe. Mais en tout cas, il y a toujours ce joueur qui m'embête. Il s'appelle Eli Wahi. Il me fait très très peur parce que c'est un jeune du centre de formation de Montpellier qui est monté vraiment. On pensait que Germain allait faire la saison tout seul en pointe. Et finalement, Eli Wahi est vraiment rentré dans le système de jeu et dans cette composition montpelliéraine. Et c'est vrai qu'il me fait très peur, capable de marquer à chaque instant. On voit des buts où il vient surgir premier sur le défenseur. Donc, c'est un joueur qui me fait assez peur. Dans tous les cas, de toute façon, cette équipe de Lille me fait peur. Pour moi, cette équipe de Lille, sur seul adversaire, c'est Lille. Donc, il va falloir être bon. Parce qu'on est bon, on peut gagner. Donc, il faudra produire la même mi-temps, je pense, que face à Paris, qui est une mi-temps, je vais dire, référence, hormis les 2 boulettes de Garbage. Julien des Dogs de Paris, quel est ton avis sur ce match? Qu'est-ce que tu en attends? C'est intéressant ce que disait Olivier dans les commentaires qui disait Montpellier, c'est habituel, ils gagnent à domicile, ils perdent à l'extérieur. Attention, c'est fort à domicile. Alors, c'est fort à domicile quand tu as TJ Savanier et Mavididi qui valent à eux deux 22 buts. Tu as les 2 meilleurs passeurs et les meilleurs buteurs. Ils ne seront pas là. Donc, moi, je suis d'accord. Eddie Wahi, je le trouve super. C'est un 2003. Il est ultra fort. Mais je ne vois pas comment, juste avec Eddie Wahi et quoi alors, Ferry et Mollet derrière, juste en soutien. Enfin, je ne vois pas comment on peut ne pas gagner à Montpellier. Si on arrive à se remettre la tête à l'endroit et si on arrive, comme l'a fort justement dit Mr. Big Data, si on parvient à rééditer le contenu de la première mi-temps contre Paris. On joue comme ça, je ne vois pas comment on peut perdre contre cette équipe de Montpellier. Ça ne me paraît pas possible. Même si j'aime beaucoup Montpellier, à chaque fois, je vous le dis que j'aime ce club, j'aime ce qu'il incarne, j'aime pas la ville de Montpellier, mais j'aime le club de Montpellier.
Bon, je vous propose de terminer cette émission avec le dernier tour de table. Vos pronostics pour ce match Montpellier-Lille. Alors, qui veut commencer? Bon, on va le faire dans le sens inverse. Julien, tu avais la parole, tu la gardes. Qu'est-ce que tu vois comme résultat ce soir? 1-3, but de Wai, parce qu'en effet, il marque tout le temps, il est super fort, mais nous, on va en mettre 3, parce que vraiment, en plus, la défense est plutôt faible à Montpellier, donc 1-3. Wai, c'est la future star de Montpellier. D'ailleurs, il y a déjà une rue à son nom à Tourcoing. Ils sont deux d'ailleurs, deux Wai. Absolument. Donc, depuis tout à l'heure, j'hésite à la faire, celle-là, mais finalement, à force d'en parler, vous m'avez forcé à le faire. De Wai qui a été un président du LOSC, non? Il n'y avait pas un président qui s'appelait De Wai au LOSC? Ouais, mais c'est en 2 mots à Tourcoing, là, dans la rue. Mais il y avait un président du LOSC, De Wai, effectivement. C'est ça. Il faut demander à Patrick Robert, mais je crois que c'est ça. Bon. Baptiste, ton pronostic pour ce match après ces élucubrations historiques? Alors, pour moi, ce match, on va le gagner 2-1 avec un but. On va commencer par Montpellier qui marque en premier avec un but d'El Ouahi. Je vois bien l'égalisation de Ben Arfa parce qu'il a fait face à Paris et même face à Brest, c'est exceptionnel. J'aimerais bien sur sa lancée qui marque. Et puis en dernier buteur, à la 96e, pour rappeler des bons souvenirs, à la 96e, c'est Gerbic qui marque de la tête et puis on oublie tout. Et allez, on se fait plaisir. Donc Gerbic qui marque le deuxième. N'importe quoi. Gildas, après ce pronostic aventureux, quel est le tien? 2-0 pour le LOSC à la mi-temps et 2 partout en fin de match pour respecter la tradition. En espérant me tromper, parce que si je le dis, c'est pour conjurer le sort, parce que je vois nous voyez gagner à Brest. On sait ce qui s'est passé, donc c'est pour conjurer le sort. Et je mets un pronostic volontairement. Ah, mais s'il y a 2-2, Julien, je repasserai ton petit soupir. Ouais, d'accord, ça marche. Mais je pense qu'on peut le gagner. Ouais. Franchement, je suis assez confiant pour une victoire. Alors, Georges, te voyais dubitatif. Hein, c'est bien Jacques De Wai qui était président du LOSC avec Roger Deschottes, comme nous le dit Capenoul sur les réseaux sociaux. Et la rue de Tourcoing, c'est bien la rue du Wai en 2 mots. Donc voilà, ton pronostic pour le match c'est samedi, je crois, ou dimanche? Samedi. Samedi. Tiens, moi j'aimerais bien qu'on déjoue 2 statistiques. Alors je vais dire 1-0, parce que ça nous ferait enfin un 3e clean sheet sur la saison en championnat, qu'un 3e, et un but marqué en 2e mi-temps, parce que ce serait la première fois depuis qu'on a repris après la trêve qu'on marque en 2e mi-temps. Je tiens à préciser qu'en solidarité avec François, je ne regarderai pas ce match, puisque le match est à 17h, et je serai au Stade de France pour France-Irlande. D'accord. Allez les Bleus. Eh bien, une saine occupation pour un samedi. Moi, par solidarité pour Gerbic, je ne voulais pas non plus regarder Lille-PSG, parce que manifestement, il n'a pas regardé non plus. Christophe, il ne reste plus que toi à satisfaire à ce jeu des pronostics. Quel est ton pronostic pour ce match? Alors, je vois une ouverture du score de Montpellier sur une faute de Gerbic qui sort pour une fois, qui plonge, qui sort les mains, qui prend le pied et forcément penalty. Il l'encaisse puisqu'il n'a jamais arrêté quoi que ce soit. Et puis, une petite... Et un penalty de Klaus. Oui, il l'a pas fait exprès, il s'est expliqué. Il a glissé. Et puis, une percée d'Athème, voilà, qui amène beaucoup de verticalité dans notre jeu. Ça fait du bien, de la technique. Une passe en profondeur pour Bourak qui marque. Et c'est un 2e miracle. Et puis, peut-être un dernier but de Weah. Et là, vraiment, Saint-Rita aura fait son effet. Bon, bah écoutez, des résultats plutôt optimistes dans un contexte qui ne l'est pas forcément. Ça me donne l'occasion de terminer cette émission. Donc, en remerciant d'abord tous les internautes qui ont regardé en direct et qui regarderont en replay sur notre chaîne YouTube. Tous les internautes qui ont donc participé aux échanges sur les commentaires de notre page Facebook. Félicitations donc à Capenoul qui gagne le jeu du soir et qui, dans sa grande sportivité, a remis en jeu son cadeau pour la semaine prochaine. Donc, ne ratez pas la prochaine émission. 2 places à gagner en tribune active pour le prochain Lille-Metz. Je voulais remercier, bien sûr, les piliers du bistrot, encore présents cette semaine. Merci à Baptiste, même si tu es arrivé un petit peu en retard. La prochaine fois, il faudra que tu règles ta montre. Encore désolé. Merci, Christophe, de ta participation. Merci à vous. Merci Georges pour tes remarques pertinentes. Merci et toutes mes excuses aux félidés du bassin minier.
Oui, oui, je pense qu'ils ne nous en voudront pas, hein, ils avaient certainement la tête ailleurs. Bon, merci Ça va, ça. Gildas pour tes analyses. Merci François, bonne soirée à tous. Et merci Julien pour ta disponibilité et ta montre qui était mieux réglée que celle de Baptiste, malgré le fait que tu avais effectivement un trajet à faire depuis la gare de Paris. Exactement, merci, bonne soirée à tous et à très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente semaine football pour vous et pour le LOSC. Et cette semaine, encore plus que les autres semaines, je vous dis à tous un cri qu'on va reprendre tous en chœur à 3. 1, 2, 3. Allez, Allez, Garlet, le Allez, le LOSC! LOSC! À bientôt, bonne semaine, au revoir.